Une femme de ménage désespérée à subtiliser le préservatif usagé de son riche patron, est tombée enceinte de jumeaux, et voici ce qui s'est produit. Dans la vibrante mais impitoyable ville de Lagos, naquit une petite fille prénommée Clara. Ses parents, Myriam et Joseph, vivaient dans un quartier pauvre et surpeuplé. Leur logement n'était qu'une minuscule pièce où s'entassaient les 2 lits, une vieille table bancale et quelques ustensiles de cuisine cabossés. Pourtant, malgré la misère, leur cœur était rempli d'amour pour leurs enfants. Myriam, une femme énergique mais fatiguée par les années de labeur, se levait avant l'aube chaque jour. Son métier de vendeuse de fruits au marché local lui demandait beaucoup d'efforts. Elle devait courir chercher les meilleures places pour exposer ses mangues, bananes et oranges, et souvent affronter les disputes avec d'autres vendeuses jalouses. Ses mains étaient calleuses à force de porter des paniers trop lourds, mais elle ne se plaignait jamais. Elle répétait toujours, « Tant que mes enfants mangent, je suis heureuse ». Joseph, de son côté, travaillait comme vigile dans un petit immeuble de bureau. Son uniforme était toujours froissé, ses chaussures usées jusqu'à la corde, mais il portait cet emploi avec dignité. Les nuits étaient longues, parfois dangereuses, mais il endurait tout pour ramener quelques billets à la maison. Malgré tous leurs efforts, leurs revenus réunis suffisaient à peine à payer le loyer et à acheter du riz ou du pain pour survivre. Clara était la benjamine de 3 enfants. Contrairement à son frère aîné Samuel, qui avait dû abandonner l'école pour travailler comme apprenti mécanicien, et à sa sœur Léa, qui aidait leur mère au marché, Clara semblait être la plus vive et la plus prometteuse. Myriam et Joseph plaçaient en elle tous leurs espoirs. Ils rêvaient de la voir briser le cycle de pauvreté qui les enchaînait depuis toujours. Mais ces rêves se heurtaient à une réalité brutale. Clara fréquentait une école publique sous-financée. Les salles de classe étaient surpeuplées, parfois 50 élèves entassés sur des bancs trop étroits. Les enseignants, mal payés et surchargés, manquaient souvent de motivation. Les cahiers de Clara étaient couverts de taches d'eau et de pages arrachées, car ses parents ne pouvaient pas se permettre de lui en acheter de nouveaux à chaque trimestre. Pourtant, elle aimait apprendre. Son regard brillait quand elle lisait ou écrivait, et elle se promettait intérieurement, « Un jour, je sortirai ma famille de cette vie ». Chaque matin, Clara marchait plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école. Elle traversait des rues poussiéreuses, observant les voitures luxueuses qui passaient à côté d'elle. Elle se demandait pourquoi certaines personnes vivaient dans des villas immenses alors que sa famille devait partager une seule pièce. Ce contraste alimentait en elle une curiosité et parfois une jalousie qu'elle n'osait pas avouer. Au fil des années, malgré sa détermination, les rêves de Clara commencèrent à s'étioler. La réalité était trop lourde, pas d'argent pour l'université, pas de bourse, pas de soutien extérieur. Ses camarades qui venaient de familles riches parlaient d'étudier à l'étranger, pendant qu'elle se demandait comment payer son prochain uniforme scolaire. Quand elle termina le cycle secondaire, les portes de l'université restèrent fermées. Ses parents, la voix tremblante, lui expliquèrent qu'ils ne pouvaient pas financer des études supérieures. Samuel travaillait déjà à temps plein, Léa aussi. Alors c'était à Clara de trouver sa voie. Le cœur serré, elle comprit qu'elle devait mettre de côté ses rêves pour subvenir aux besoins de la famille. Un jour, une voisine lui parla d'une offre, un poste de femme de ménage dans le manoir d'un milliardaire respecté et redouté dans la ville. Cet homme s'appelait Victor Adewale. Propriétaire d'un vaste empire commercial, il était connu pour sa richesse insolente et son mode de vie extravagant. Sa femme, Elisabeth, était belle, élégante et toujours entourée de luxe. Leur vie semblait appartenir à un autre monde. Clara hésita. Elle savait que ce travail ne lui offrirait aucune reconnaissance et qu'elle serait invisible dans ce palais, simple domestique parmi d'autres. Mais la perspective d'un revenu stable, même modeste, suffisait pour la convaincre. Sa famille avait besoin d'elle. Elle accepta donc. Le jour où elle franchit les lourdes portes en fer du manoir de Victor, Clara eut l'impression d'entrer dans un autre univers. Des sols en marbre étincelant, des lustres dorés suspendus au plafond, des tableaux coûteux accrochés au mur. Tout respirait l'opulence. En balayant et en frottant ces surfaces luisantes, Clara se sentit minuscule, presque insignifiante. Mais, au fond de son cœur, une graine nouvelle s'installait, un mélange de fascination, d'envie et de désir. Plus elle observait Victor et Elisabeth mener cette vie parfaite, plus elle rêvait d'échapper à la misère qui avait toujours défini son existence. C'était le début d'un sentiment dangereux qui allait bientôt transformer la vie de Clara et de tous ceux qui l'entouraient. Les mois passèrent, et la vie de Clara changea radicalement après son plan audacieux. Contre toute attente, elle découvrit qu'elle était bel et bien enceinte. La nouvelle la bouleversa. Entre peur, espoir et une certaine fierté, elle se voyait déjà mère de l'héritier d'un empire. Dans sa petite chambre au quartier pauvre, elle caressait son ventre grandissant en se répétant que c'était peut-être sa chance de sortir de la misère. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Et si Victor refusait de la reconnaître? Quand les douleurs de l'accouchement arrivèrent, ce fut dans une clinique modeste, à l'odeur d'antiseptique et aux murs écaillés, que Clara mit au monde 2 magnifiques jumeaux,
un garçon et une fille. Elle les regarda avec des larmes de joie et de fierté. Pour elle, c'était un signe, la vie lui donnait une double bénédiction, un double moyen d'assurer son avenir. À peine remise, Clara prit une décision risquée, confronter Victor. Elle s'habilla sobrement mais avec soin, emmaillota ses bébés et se rendit au manoir. Les gardiens furent surpris mais la laissèrent entrer, intrigués par sa détermination. Dans le salon luxueux, Victor apparut, vêtu d'un costume taillé sur mesure. Son regard sévère se posa sur Clara, puis sur les nourrissons. « Qu'est-ce que cela signifie, Clara » demanda-t-il, la voix lourde de méfiance. Le cœur battant, Clara répondit avec assurance. « Ce sont vos enfants, monsieur Adewale. Vous êtes leur père. » Un silence tendu envahit la pièce. Victor éclata d'un rire bref, presque cruel. « Moi ? Leur père ? Tu es devenue folle. Comment oses-tu salir mon nom avec de telles accusations ?» Clara serra ses bébés contre elle, refusant de céder. « Vous ne pouvez pas nier l'évidence. Ces enfants vous ressemblent, et vous le savez. Vous êtes responsable, et vous devez les reconnaître. » Mais Victor resta inflexible. Son regard se durcit davantage. « Tu cherches seulement à profiter de ma richesse. Jamais je ne tomberai dans ton piège. » À ce moment, une silhouette élégante entra dans la pièce, Elisabeth, l'épouse de Victor. Elle avait entendu une partie de la conversation, et ses yeux lançaient des éclairs. En découvrant Clara avec les deux bébés, son visage se déforma de colère et de douleur. « Qu'est-ce que j'entends » cria Elisabeth. « Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que cette femme n'a rien à voir avec toi. » Victor tenta de calmer sa femme, mais elle le repoussa violemment. Se tournant vers Clara, elle la foudroya du regard. « Espèce de voleuse. Tu crois pouvoir détruire ma maison avec tes mensonges ? Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » La confrontation dégénéra. Clara, malgré la peur qui lui serrait la gorge, resta ferme. « Je ne mens pas. Ces enfants méritent une place, et je me battrai pour eux. » Elisabeth, furieuse, s'approcha dangereusement, mais Victor intervint pour éviter un scandale sous son toit. Il ordonna sèchement à Clara de quitter immédiatement les lieux, promettant qu'elle le regretterait si elle revenait. Clara sortit du manoir humiliée, mais pas brisée. Son regard, en caressant ses jumeaux, se fit plus dur que jamais. Elle avait déclenché une tempête, et elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Désormais, sa vie serait une lutte acharnée pour faire reconnaître ses enfants et obtenir ce qu'elle considérait comme leur droit. Dans l'ombre des dorures et des faux sourires, la guerre venait à peine de commencer. Après la confrontation avec Victor et Elisabeth, Clara se retrouva dans une situation incertaine. Les regards accusateurs, les menaces voilées et l'humiliation qu'elle avait subie ne firent qu'attiser son désir de revanche. Mais elle n'était pas seule dans cette bataille. Un homme, celui qui l'avait aidé dès le début de son plan, refit surface. Dr Mensah, un médecin rusé, manipulateur et avide d'argent. Mensah connaissait la vérité. Il savait que son intervention médicale avait permis à Clara de tomber enceinte, mais il avait gardé le secret. Pour lui, tout cela n'était qu'une opportunité d'enrichissement. Un soir, il se présenta chez Clara, le sourire carnassier, et observa les jumeaux qui gazouillaient innocemment. « Ils sont beaux, n'est-ce pas » dit-il en croisant les bras. « Mais as-tu pensé à ce que je mérite, moi ? Sans moi, tu n'aurais jamais eu ces enfants. Je réclame ma part. » Clara fronça les sourcils, méfiante. « Tu n'auras rien. Ces enfants sont à moi, et personne ne peut me les enlever. » Mensah éclata d'un rire froid. « On verra. Si tu refuses, je peux très bien tout raconter. Mais si tu coopères, je peux aussi t'aider à obtenir bien plus que ce que tu imagines. » C'est ainsi qu'un pacte fragile se forma. Mensah proposa d'utiliser ses relations douteuses dans le milieu judiciaire pour manipuler un procès. Il avait un contact, un juge corrompu, prêt à falsifier les résultats ADN et à prononcer une décision favorable, moyennant un généreux pot de vin. Clara hésita, mais la perspective de forcer Victor à reconnaître ses enfants et de recevoir une pension colossale balaya ses scrupules. Le procès attira l'attention de toute la ville. Les journaux parlaient de l'affaire Adewale, opposant l'homme d'affaires respecté à une simple domestique. Dans la salle d'audience bondée, Clara s'assit, ses jumeaux à ses côtés, les mains tremblantes mais le regard déterminé. Victor, de son côté, arborait son costume impeccable, soutenu par une armée d'avocats. Elisabeth, blessée et humiliée, assistait au spectacle avec un mélange de haine et de peur. Les débats furent houleux. Les avocats de Victor plaidèrent la manipulation, affirmant que Clara cherchait uniquement à profiter de la fortune de leur client. Mais quand les résultats ADN trafiqués furent présentés, le silence tomba. Les documents montraient noir sur blanc que Victor était bien le père biologique des jumeaux. Le juge, d'une voix solennelle, prononça le verdict. Monsieur Victor Adewale est reconnu père légal des enfants de mademoiselle Clara. Il devra verser une pension alimentaire de 10 millions de Naira par mois.
Un murmure choqué parcourut la salle. Clara, émue aux larmes, se redressa fièrement. Elle avait gagné. Pour elle, c'était une victoire éclatante, la preuve que la pauvreté ne l'avait pas condamnée à l'oubli. Victor, lui, serra les dents, humilié et furieux. Élisabeth, en pleurs, quitta la salle sans un mot. Dans les semaines qui suivirent, Clara transforma sa vie. Elle emménagea dans un appartement plus grand, habilla ses enfants de vêtements coûteux, et se pavanait dans les rues avec l'assurance d'une femme qui avait triomphé du destin. Mais dans l'ombre, Mensah réapparut. Il la retrouva dans son nouvel appartement et posa une main lourde sur son épaule. « Tu n'as pas oublié notre accord, j'espère. Cette pension, tu dois la partager avec moi ?» Clara le repoussa avec colère. « Jamais. Cet argent est pour mes enfants. Tu ne recevras rien. » Mensah, cette fois, ne rit pas. Son regard s'assombrit. « Tu oublies que j'ai les moyens de tout détruire. Les résultats ADN, le juge corrompu. Si je parle, ton château de cartes s'effondrera. » Il se pencha vers les berceaux où dormaient les jumeaux. Sa voix se fit glaciale. « Et puis, qui sait si ces enfants sont vraiment à toi seul? Peut-être que j'ai plus de droits sur eux que tu ne veux l'admettre. » Clara sentit la peur l'envahir, mais elle la transforma en rage. Elle savait que Mensah ne s'arrêterait pas. Il représentait une menace constante, un serpent prêt à mordre à tout moment. Son esprit, déjà marqué par la pauvreté et la lutte, commença à concevoir un plan radical. Cette fois, elle était prête à aller plus loin. Bien plus loin. La tension entre Clara et le docteur Mensah atteignit un point de non-retour. Chaque visite du médecin devenait une menace, chaque mot une épée suspendue au-dessus de sa tête. Clara, obsédée par la peur de perdre ce qu'elle avait gagné, commença à envisager l'impensable. Elle ne pouvait pas laisser Mensah ruiner son plan, ni s'emparer de ses enfants. Une idée sombre germa dans son esprit, éliminer celui qui menaçait son nouveau monde. Un soir, elle lui donna rendez-vous dans un bar discret à la périphérie de Lagos. Mensah arriva, confiant, certain d'avoir l'ascendant. Ils s'assirent dans un coin sombre. Les mots échangés furent froids, tranchants comme des lames. Clara, le regard fixe, attendait le moment propice. Lorsqu'ils sortirent, sous le couvert de la nuit, elle brandit une arme qu'elle avait dissimulée dans son sac. Un coup partit. Mensah s'écroula, touché, mais pas mortellement. Blessé, haletant, il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Là, entre deux vagues de douleur, il raconta tout à la police. La manipulation de Clara, la falsification des tests ADN, l'implication du juge corrompu, et sa propre participation. Ce fut comme une bombe qui explosa dans toute la ville. Le lendemain, les journaux titraient sur « Le scandale Adewale ». La presse s'empara de l'affaire, une domestique devenue mère par un stratagème sordide, un médecin corrompu, un juge compromis, et un milliardaire piégé dans une mascarade judiciaire. Les enquêteurs agirent rapidement. Clara fut arrêtée à son domicile, ses enfants placés sous la garde temporaire des services sociaux. Elle criait son innocence, hurlait qu'elle avait fait tout cela pour ses enfants, mais personne n'entendait plus ses excuses. Mensah, malgré sa survie, fut également inculpé. Ses aveux détaillés servirent de pièce maîtresse pour démanteler le réseau de corruption. Le juge impliqué fut arrêté, perdant son titre, son prestige et sa liberté. La vérité éclata enfin au grand jour, Victor n'était pas le père des jumeaux. Pour Victor, ce fut une délivrance mêlée d'amertume. Il avait souffert de la honte publique, vu son mariage se fissurer, et porté sur ses épaules le poids d'un mensonge qui n'était pas le sien. Élisabeth, de son côté, traversa une période de doute profond. Elle avait pensé perdre son mari à cause d'une autre femme, elle s'était sentie trahie et humiliée. Mais en apprenant toute la vérité, elle comprit que Victor n'avait jamais cessé de lui être fidèle. La véritable ennemie n'avait jamais été son époux, mais Clara et sa cupidité. Avec le temps, Élisabeth adoucit son cœur. Elle et Victor entamèrent un long processus de reconstruction. Ils suivirent une thérapie de couple, voyagèrent ensemble loin de Lagos pour retrouver un semblant de paix, et réapprirent à se faire confiance. Puis, un miracle inattendu survint, Élisabeth découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec des larmes de joie. Pour eux, c'était un signe que la vie leur offrait une seconde chance. Pendant ce temps, Clara, enfermée derrière les barreaux, sombrait dans le désespoir. Ses rêves de richesse et de gloire s'étaient effondrés comme un château de cartes. Ses enfants, qu'elle avait voulu utiliser comme instrument de son ascension sociale, grandiraient loin d'elle. Chaque nuit, elle revivait ses choix, ses mensonges, ses manipulations. Elle comprenait enfin que son avidité l'avait condamnée. La chute de Clara devint une leçon publique. Dans les rues de Lagos, les gens parlaient de son histoire comme d'un avertissement, la cupidité mène à la ruine, et les raccourcis de la trahison finissent toujours par se retourner contre celui qui les emprunte. De leur côté, Victor et Élisabeth, malgré les blessures, se tournèrent vers l'avenir.
L'attente de leur enfant les rapprocha plus que jamais. Ensemble, ils jurèrent de protéger leur famille, de ne plus laisser aucune tempête extérieure les diviser. Leurs sourires, autrefois éteints par la douleur, retrouvèrent leur éclat. Ainsi, de la poussière d'un scandale naquit une renaissance. Clara avait perdu tout ce qu'elle avait tenté d'arracher au destin, mais Victor et Élisabeth avaient retrouvé l'essentiel, l'amour, la fidélité, et l'espérance d'un avenir meilleur.